Je suis très heureux de vous retrouver à l'instant sur Ecofin Télévision pour ce tout nouveau numéro de votre magazine économique, les dossiers qui vont évoquer aujourd'hui la question liée à l'économie numérique en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Brozek Kandolo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup d'avoir justement accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes titulaire d'un diplôme de Master 2 en droit du numérique de l'Université Poitiers en France où vous habitez actuellement. Vous êtes aussi détenteur d'un diplôme de Master of Science 2 en Data Analytics à l'INSEC Business School, toujours en France et précisément à Paris. Et vous êtes chercheur et auteur de plusieurs articles en droit du numérique. Vous poursuivez actuellement vos études à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Alors, sans tarder, cette première question pour poser les bases. Qu'est-ce qu'on peut attendre par l'économie numérique? Merci Patrick. Encore une fois, je tiens à vous remercier pour votre invitation dans cette émission qui parle de l'économie. Et comme vous l'avez souligné, aujourd'hui nous allons parler de l'économie numérique et c'est une notion dont on entend souvent parler et surtout actuellement avec tout ce qu'on vit avec la révolution des technologies de l'information et de la communication. Et lorsqu'on parle de l'économie numérique, automatiquement on fait référence à tout ce qui est digital, mais plus particulièrement dans le cas d'espèces, on les lie plus à la vente de produits et des services dans le monde digital. Et en des termes plus simples, on dira que l'économie numérique, c'est lorsqu'on fait des activités économiques sur Internet. Donc ça, c'est en des termes plus ou moins simples de la définition de l'économie numérique. Justement, lorsqu'on fait des activités sur Internet, vous l'avez évoqué avec l'évolution aujourd'hui de la technologie, quels sont les problèmes aujourd'hui que rencontre l'économie numérique, particulièrement en République démocratique du Congo, parce que vous avez mené des recherches là-dessus? Oui, Patrick, en fait, aujourd'hui, le numérique a pour particularité d'avoir introduit dans notre vie des nouveaux modèles d'affaires, si on peut les appeler comme ça, qui n'existaient pas avant, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Personne ne s'imaginait qu'on aurait pour moyen d'information l'Internet, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut tous s'informer, on se retourne vers l'Internet. Et en dehors de ça, aujourd'hui encore, le moyen de paiement le plus utilisé, c'est devenu des paiements en ligne. Et même chez nous en RDC, petit à petit, on tend vers des paiements en ligne. Et face à cette dématérialisation, l'économie du numérique tend à la déconcentration, si on peut appeler ça comme ça, des marchés. Et nous faisons face à une situation de position dominante de certains géants du numérique. Et à titre d'exemple, on peut citer Amazon, on peut citer Google, on peut citer Facebook, on peut citer encore Apple, qui forment en fait ce qu'on appelle le GAFAM. Et ces acteurs-là ont une puissance qui fait en sorte que c'est eux qui contrôlent l'ensemble des activités du numérique. Et en termes des problématiques, c'est qu'en fait, ils concentrent entre eux, entre ces trois ou quatre puissances économiques du numérique, ils concentrent l'ensemble du pouvoir. Et cela crée une certaine déséquilibre. Et ces déséquilibres-là se posent ou nous ramènent maintenant aux questions juridiques. Comment est-ce que le droit peut s'appliquer dans ce monde-là? Et surtout pour notre pays, on se demande comment est-ce qu'au Congo, on peut protéger les utilisateurs de ce produit-là lorsque vous payez quelque chose en ligne, vous payez votre téléphone en ligne, qu'est dit le droit congolais et comment est-ce que vous êtes protégé? Et si en fait ça, c'est la question principale que l'on se pose.
Vous avez évoqué justement les difficultés que peuvent rencontrer justement cette activité, toutes les activités qui s'effectuent en tout cas économiquement en ligne. Alors, si les grandes nations qui sont évoluées déjà sur les plans technologiques, comme la France ou les États-Unis, connaissent aujourd'hui des difficultés avec les GAFAM que vous avez cités, ou est-ce que, comment les pays africains, la RDC en particulier, peut arriver à se sortir la tête du lot face à ces géants du numérique? C'est une très très bonne question. Je pense que la réponse à cette question pourrait même résumer cette émission. À mon avis, il y a pas une réponse universelle à cette question pour dire voici le process, voici comment les États africains, voici comment la RDC doit procéder pour arriver à contrer ce pouvoir ou ces super pouvoirs des GAFAM parce que on est face à une situation de non-droit, si on peut l'appeler comme ça, et surtout que ces GAFAM-là sont sur un terrain qui est caractérisé par l'ubiquité, parce que l'Internet, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas les situer. Si on posait la question où se situe l'Internet, c'est compliqué de les situer. Et ces difficultés-là ne sont pas propres à l'Afrique. Oui, ces difficultés-là ne sont pas propres à l'Afrique, même en Occident. Même aujourd'hui en France, aux États-Unis, on ne sait pas concrètement quel droit appliquer à ces acteurs-là. Et la RDC, nous sommes encore, je dirais pas un jeune État, mais nous faisons encore des efforts dans le monde du droit, dans le monde du numérique. On essaie de sortir notre tête de l'eau. Et la solution première, c'est d'abord de mettre en place des mécanismes juridiques qui vont permettre de protéger le consommateur congolais que nous sommes. Et en dehors de ça, parce qu'il ne suffit pas de mettre en place de droits ou des règles qui vont dire à Facebook, faites ça, faites ça. Il faut aussi montrer votre pouvoir ou la puissance de votre État sur le plan économique. Et de là, vous serez plus apte à les contraindre à respecter certaines normes. Et dans la plupart des cas, on se regroupe dans des systèmes communautaires. Par exemple, je peux donner le cas de l'Europe où vous avez l'Union européenne et où vous avez au niveau de l'Afrique, on a l'OADA, on a également l'Union africaine. C'est facile de se regrouper comme ça pour être plus puissant et imposer nos règles à ces géants du web. Justement, parce que vous avez évoqué le cadre numérique, est-ce qu'il existe aujourd'hui en Afrique, en République démocratique du Congo en particulier, parce que c'est de nous qu'il s'agit, est-ce qu'il existe aujourd'hui en RDC, vous avez mené les recherches là-dessus, un cadre juridique qui régit en tout cas les activités économiques en particulier sur Internet? Historiquement, lorsqu'on parle des questions du numérique en RDC, il faut remonter il y a très longtemps et d'ailleurs c'est très impressionnant parce que notre pays s'est penché sur les questions liées au numérique depuis les années 1987 avec l'ordonnance, il y avait eu une ordonnance qui portait sur la réglementation des activités informatiques en République du Zaïre. C'est le test qu'on considère ou que les chercheurs ou les juristes en droit du numérique considèrent comme notre tout premier test en matière du droit du numérique. Et après, on a également eu la loi 4 de 2002 sur le télécommunication en République démocratique du Congo et qui était plus penchée vers les questions liées aux télécommunications. Donc tout ce qui est câble en gros pour faire plus simple. Et après récemment en 2022 on a eu la loi sur les télécommunications et l'éthique. C'était au mois quand je parle d'éthique je vois technologie de l'information et de la communication. C'est une loi qui date du 25 novembre 2020 et la particularité de cette loi là c'est qu'elle introduit petit à petit, si on peut dire comme ça, les notions liées au numérique. Par exemple, vous trouvez des titres réservés à la protection des données personnelles. Vous trouvez tout un chapitre sur la cybercriminalité, bien qu'on n'entre pas en profondeur sur ces questions-là, mais c'est quand même à encourager parce que c'est une première dans notre cadre législatif. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur le plan législatif ou juridique, on peut le dire ainsi, la RDC n'a pas encore un arsenal vraiment bien outillé pour pouvoir faire face aux enjeux de l'ère en ce qui concerne
justement les numériques? Personnellement, j'aime pas le dire comme ça. J'aime pas dire qu'on n'a pas de cadre bien outillé. Je dis tout simplement que la RDC fait des efforts. Par exemple, nous sommes membres également des organisations qui ont des tests juridiques qui nous protègent en matière de tout ce qui est numérique ou économie numérique. Je pourrais vous en citer, vous avez l'OADA par exemple. L'OADA, vous avez des arts uniformes qui mettent en place des mécanismes de protection ou par rapport à l'économie du numérique. Vous avez l'acte uniforme portant droit commercial général qui accepte la preuve électronique, qui accepte également tout ce qui est signature électronique et indirectement également tout ce qui est commerce électronique. En dehors de ça, vous avez également l'acte uniforme portant droit de société commerciale qui met en place des mécanismes permettant l'usage des visioconférences. Et tout ceci, pour moi, ce sont des choses qui sont en train de faciliter aujourd'hui à la RDC de répondre à sa manière, bien évidemment, de répondre aux questions liées à l'économie du numérique. Et on ne peut pas comparer aujourd'hui, bien évidemment, la RDC à la France qui a des tests un peu plus poussés lorsqu'on parle des questions liées au numérique. Justement, aujourd'hui, on constate en République démocratique du Congo un développement du commerce en ligne, des activités économiques en ligne. Il y a des entrepreneurs qui s'élancent en tout cas dans la commercialisation d'objets, notamment en ligne, par la création, je vais citer ici des sites e-commerce notamment. Qu'est-ce que l'État peut faire en particulier pour pouvoir encadrer ce secteur-là? Le droit du commerce électronique, c'est également un droit nouveau qui nous vient bien évidemment du droit du numérique. En fait, on est face à deux situations. Une première situation où l'État doit protéger les consommateurs et une deuxième situation où l'État doit également protéger les vendeurs ou les sites internet ou je sais pas, on va les appeler les opérateurs économiques. Oui, les opérateurs économiques qui sont derrière ces outils-là ou ces sites internet-là. Et aussi, au-delà de ça, je pourrais aussi ajouter un troisième élément où l'État doit également encourager les entrepreneurs qui mettent en place ces types de modèles économiques, c'est-à-dire pour eux, ce sont des ventes en ligne. Et par rapport à ça, bien évidemment, on doit voir notre cadre légal qui va régir les questions liées au commerce électronique parce qu'aujourd'hui, vu qu'on est en matière commerciale, on va dire en gros que c'est le droit OHADA qui régit ces questions-là. Mais en dehors de ça, nous avons aussi en droit des questions liées au droit des obligations parce que lorsqu'on parle d'un contrat, on est en face de deux parties. Et par rapport à ces deux parties-là, il y a plusieurs notions qui entrent en ligne de compte. Il y a le consentement. Et ce sont des questions où aujourd'hui, à l'état actuel du droit congolais ou du droit des obligations congolais, le droit des obligations ne répond pas à ça concrètement. Et c'est pour ça que vous allez voir, vous, quand vous payez quelque chose en ligne, je prends le cas d'un site très connu pour ne pas faire sa publicité, bien évidemment, Amazon. Quand vous payez, vous êtes protégé parce qu'on se pose la question, comment je suis protégé dans ces types de cas? Je suis triste de l'annoncer aux téléspectateurs congolais que face à ces types de cas, là, le code civil congolais livre premier qui parle des obligations reste silencieux face à cette situation-là. Et donc, il faut se référer aux lois qui est applicable à cet opérateur économique-là. Il est dans quel pays et c'est quelle loi qui est applicable à Amazon, par exemple. Et comme c'est Amazon... C'est ça justement la difficulté aujourd'hui en RDC. Oui, c'est justement en fait la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui en RDC, c'est la protection du consommateur. Je pense qu'on va en parler après. Mais en fait, la RDC fait partie des Nations Unies et les Nations Unies avaient mis en place depuis 1996 une loi qu'on appelle, ce sont des lois types et c'était une loi type sur le commerce électronique. C'était la Commission Nations Unies pour le droit commercial international qui avait mis en place cette loi type pour pousser les États à adopter des lois qui vont protéger les consommateurs et également en général qui vont mettre en place des barrières
pour non seulement protéger les consommateurs, mais aussi encourager l'entrepreneuriat parce que c'est un élément très important aujourd'hui lorsqu'on parle des États-Unis, on parle de Facebook, on parle de Google, c'est parce qu'en fait l'État a aussi su comment protéger ses propres entrepreneurs et aujourd'hui c'est les États-Unis qui est leader mondial en matière de géants du web parce que la plupart des sites nous viennent de chez eux. Alors, très bien. Parlons maintenant de la protection des consommateurs. Vous avez essayé de l'évoquer tantôt. Nous constatons aujourd'hui que de plus en plus les activités commerciales, économiques sur Internet se développent et de plus en plus ici en République démocratique du Congo se développe notamment cette sorte d'insécurité que rencontrent les consommateurs en particulier lorsqu'ils font des commandes sur des sites de e-commerce par exemple et ne se font pas quasiment livrer sans qu'il y ait pratiquement une conséquence après pour ces opérateurs économiques-là. En fait, aujourd'hui, le droit, si on peut l'appeler comme ça, le droit de l'économie numérique est principalement basé sur la protection du consommateur parce que l'on estime que le premier à être lésé dans ces systèmes-là, c'est nous qui payons, nous qui consommons ces biens et services-là. Et en cas que ça soit le droit de la protection du consommateur, ça ne vient pas avec l'Internet parce que même avant, lorsqu'on partait dans un magasin, on payait quelque chose, l'opérateur économique était contraint de répondre à certaines obligations légales. Par exemple, vous avez l'affichage du prix. Ce sont des obligations légales en matière de protection des consommateurs. Mais l'Internet est venu en quelque sorte changer tout ça et nous retrouvons certaines obligations. Oui, bien évidemment. Certaines obligations qui étaient plus faciles, qu'on pouvait appliquer facilement, comme le devoir d'information. Aujourd'hui, en droit congolais, le législateur congolais ne comprend pas ou la législation en général, elle ne comprend pas une disposition expresse qui régit le droit à l'information en matière de vente en ligne. Cependant, cette obligation se dégage dans notre code civil, dans le livre 3 des obligations, qui rend les vendeurs responsables des défauts cachés. C'est-à-dire, lorsque je paye quelque chose et qu'on me livre la chose ne marche pas, le droit congolais m'autorise à poursuivre la personne et la personne doit me réparer, c'est-à-dire soit me donner, m'échanger ou soit me restituer mon argent. Mais la question qu'on va se poser, c'est par rapport maintenant à l'Internet. Est-ce qu'on peut appliquer ça facilement dans le monde du numérique? C'est en fait une question que l'on se pose. Et la réponse, c'est qu'aujourd'hui, en droit congolais, on n'a pas de code de consommation. Premièrement, on n'a pas de code de consommation et que donc la protection des consommateurs n'existe quasiment pas parce que elle est en quelque sorte, elle est disparate au niveau de nos législations parce que vous allez trouver des dispositions dans le code civil des obligations, vous allez trouver des dispositions parfois même dans des lois comme la loi de la presse, vu que vous êtes un homme de la presse, vous allez trouver là des dispositions sur la publicité. Donc, c'est par-ci, il faut fouiller dans des lois par-ci par-là pour essayer de trouver des dispositions qui protègent les consommateurs congolais. Justement, parlons maintenant de la fiscalité de ces plateformes qui pilulent dans le commerce en ligne notamment. Comment s'organise aujourd'hui ou comment l'État congolais peut arriver à organiser la fiscalité de ces opérateurs économiques qui ont choisi en tout cas d'exercer leur activité sur Internet? C'est une très bonne question de la fiscalité dans le monde, dans l'économie du numérique. D'ailleurs, selon un rapport qui date pas de très longtemps, on notait que l'économie numérique générait au moins une histoire de 16 000 milliards de dollars des achats en ligne. Donc, vous vous rendez compte que il y a beaucoup de transactions en ligne et la question, parce que l'État doit également se retrouver, et la question que l'on se pose, c'est comment l'État peut arriver à récolter également sa part, si on peut dire comme ça. Et les entreprises du numérique, ils font du chiffre d'affaires dans plusieurs États africains également, parce que il nous arrive tous de payer quelque chose, qu'on soit à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma,
Mais ces entreprises-là ne s'acquittent pas de leurs impôts auprès de l'État congolais par exemple. Et cette situation euh, gagne de plus en plus de place dans notre société et surtout en RDC et en Afrique en général et dans des pays en voie de développement. Et par exemple, vous avez les GAFAM qui sont dans une optique d'optimisation fiscale qu'on va l'appeler comme ça, d'ailleurs que moi je considère même d'optimisation fiscale agressive parce que ils ont un système où ils ne veulent pas venir d'abord s'installer chez nous en Afrique. Et s'ils y sont, ce ne sont que des filiales au Ghana, en Afrique du Sud. Et de là, ils échappent en règle générale à ce que la RDC puisse les obliger à payer des impôts. Et c'est le tout premier problème qu'on a aujourd'hui. Et qu'en RDC, on ne peut pas appliquer des impôts à Google, à Facebook, parce que, premièrement, ils ne sont pas sous les territoires congolais. Alors, la solution contre cette évasion fiscale, si on peut l'appeler comme ça, c'est quoi la solution? Il y a deux approches. Vous avez l'Organisation de coopération et de développement économique qui a lancé en 2013, si je ne me trompe pas, un plan pour éviter cette évasion fiscale-là de la part des acteurs du numérique. Mais malheureusement, ça n'a pas tenu parce que il y avait plusieurs contraintes et vous savez, dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a trop de lobbying et ça n'a pas tenu. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, nous avons la taxe, comme on l'appelle, de African Tax Administration Forum, qui a poussé les États africains, certains États africains, à mettre en place des systèmes pour arriver à fiscaliser ces géants du numérique. Et pour ne pas prendre trop de temps, on peut prendre l'exemple du Ghana, du Maroc, du Sénégal, qui ont essayé de mettre en place de lois pour contraindre ces entreprises-là à payer les impôts sur place. Et même au Cameroun également. Et pour preuve, lorsque vous mettez une publicité, vous ciblez le Cameroun, vous allez payer plus cher que lorsque vous ciblez le Congo. Parce que le Cameroun a obligé à Facebook de lui payer des impôts. Et donc tout ceci, on rentre dans notre éternelle revendication, il faut mettre en place des tests qui vont contraindre ces acteurs-là à payer l'impôt, comme on l'a fait en RDC avec tout ce qui est fiscalité dans les secteurs mobiles. Vous allez d'ailleurs vous rappeler dernièrement du RAM. Et donc, on a mis en place ça. Et il faut également penser aux acteurs du numérique pour le contraindre à payer nos impôts. C'est pas facile, j'avoue, parce que il faut beaucoup de lobbying pour arriver à le contraindre à payer. Justement, vous avez évoqué justement la question de fiscalité, mais est-ce que la RDC aujourd'hui dispose, en termes d'outils, par exemple, assez des moyens pour arriver à imposer, en tout cas, à mettre en fait en place une imposition face à ces géants du numérique mondial? Moi, je pense que rien n'est impossible parce que si on est arrivé à mettre en place une fiscalité dans le secteur mobile avec nos opérateurs qui sont sur place, bien sûr que c'est plus Ben, facile. les opérateurs, ils sont sur place, mais la difficulté avec les autres, c'est qu'ils ne sont pas sur place et ils opèrent dans les mondes du numérique. Et du coup, est-ce que la RDC vraiment est en mesure de mettre en place une imposition? Oui, je disais qu'en fait, avec les opérateurs sur place, c'est plus facile de contraindre, de dire oui, vous allez payer vos impôts, sinon, à la limite, on va fermer vos portes et ils auront peur, ils vont faire ça. Au niveau de la RDC ou au niveau de l'Afrique, parce que les questions liées au numérique, moi, personnellement, j'aime plutôt cette approche communautaire pour dire qu'en fait, seul, on ne peut pas réussir à contraindre ces géants-là à respecter nos règles. En RDC, on peut mettre une loi, on dit oui, Facebook maintenant, Twitter, je sais pas, Google, maintenant tu vas payer des impôts en RDC, sinon on va couper l'accès chez nous. Oui, mais à la limite, pour ne pas dire de gros mots, à la limite, ils vont s'en foutre, ils vont se dire, bon, d'accord, vous refusez la présence de Google chez nous, on va quitter en RDC. En fait, c'est là où ces géants-là essayent d'en profiter avec l'Afrique parce qu'ils se disent, premièrement, oui, aujourd'hui, demain, on peut ne pas être au Congo. On a le Congo-Brazza, on a le Cameroun. C'est où cette approche-là communautaire peut jouer. C'est-à-dire, c'est l'Union africaine aujourd'hui
essayer de mettre en place des mécanismes qui vont pousser ces géants-là à payer leurs impôts, comme en fait aujourd'hui il y a déjà des travaux là-dessus, à payer leurs impôts sur place en Afrique. La RDC va également en profiter, mais la RDC seule prendre des dispositions ou prendre des lois pour contraindre les GAFAM à payer leurs impôts en RDC, je pense que c'est quelque chose qui risquerait d'être compliqué, mais je ne dirais pas impossible. Tout à fait, pas impossible en tout cas. Alors, nous sommes en train d'étendre vers la fin de cette émission. J'aimerais qu'on évoque également la question de la technologie de la blockchain, la crypto-monnaie aujourd'hui qui se développe de plus en plus en RDC. Les gens ont de plus en plus recours à cela. Il y a des investissements énormes qui se font là-dedans. Est-ce que on peut dire qu'elle représente aujourd'hui un danger pour la RDC qui n'a pas en tout cas qui n'a pas en tout cas des moyens nécessaires ou on va dire des technologies nécessaires pour pouvoir gérer tout cela. Bon, personnellement, je suis pas un alarmiste pour dire que la RDC n'a pas le droit de pouvoir également s'intéresser à la question ou dire que non, on est en retard parce que lorsqu'on parle de la blockchain, bon, pour juste un peu expliquer, euh, logiquement, lorsqu'on parle du crypto-monnaie, le crypto-monnaie est fait à partir de la blockchain. Bien évidemment, je parle avec beaucoup de réserve parce que ce sont des notions un peu plus techniques et plus poussées. Moi, j'ai plus un profil juridique. Et lorsqu'on parle de cette monnaie virtuelle-là, qui est complètement différente de la monnaie qu'on utilise, qui est générée par nos banques, en fait, vous faites face à beaucoup de difficultés. Premièrement, sur le plan juridique, on n'a pas de cadre juridique propre à la crypto-monnaie et je ne pense pas que même les États-Unis ont ce type de cadre. La France, où je suis, l'Union européenne, je sais qu'il y a un projet de règlement là-dessus, sur la crypto-monnaie. Et donc, c'est encore nouveau. Tous, on apprend là-dessus. Tous, on voit comment les choses sont en train de se passer. Et bien que cela présente des avantages au niveau de la sécurité qui est quasiment au maximum, où on a un système financier plus juste et plus transparente, où également la crypto-monnaie, elle est disponible 24 heures sur 24, mais elle présente également beaucoup d'inconvénients parce que, premièrement, il faut comprendre la crypto-monnaie, on ne se lance pas comme ça. Et en dehors de ça, la crypto-monnaie, c'est un investissement extrêmement instable. Donc, et hormis ça, vous avez aussi l'absence d'une réglementation qui présente aussi un danger, et aussi l'absence d'une autorité, parce que il n'y a pas d'autorité, c'est en blockchain, c'est-à-dire ce sont c'est comme une liste, comme on définit souvent la blockchain, comme étant une liste où chacun détient sa propre liste et qu'on peut pas changer, qu'on peut pas modifier, donc des choses comme ça. Pour moi, j'ai même lu un article là-dessus où le ministre du numérique annonçait que la RDC réfléchissait désormais au développement du secteur de la crypto-monnaie et de la blockchain, et il justifiait en fait ça par le fait que il faut jouer sur cet écosystème pour essayer de relever également l'économie du pays. Moi, c'est une notion que je considère de nouveau et qu'il faudrait prendre avec beaucoup de pincettes parce qu'aujourd'hui, sur le plan économique, on voit que la crypto-monnaie est en baisse parce que il y a eu un opérateur dans le domaine de la crypto-monnaie qui a un peu qui n'a pas été correct avec avec les utilisateurs et c'est là a déclenché cette crise-là. Donc pour moi, il faut être un peu plus prudent avec ça. Très bien, merci beaucoup Brozek. On va donc comprendre que le sujet est très vaste et complexe, mais pour ce qui est en tout cas de la République démocratique du Congo, beaucoup reste à faire, si pas il y a quasiment rien du tout qui a été fait jusque-là, et que beaucoup doit être en tout cas
fait dans ce secteur donc de la technologie de la blockchain. On va évoquer une dernière question avant justement de terminer cette émission. C'est sur la gestion des conflits sur les plans judiciaires en ce qui concerne les faits qui se déroulent en ligne. Comment cela se fait ici en République démocratique du Congo ou s'il n'y a pas de législation, comment cela devrait se faire? Oui, en quelques mots, s'il faut répondre à cette question sur la gestion du conflit en ligne, premièrement, il y a une question qui se pose souvent, c'est la question de la loi applicable en cas de conflit. On applique quelle loi? On prend le cas, le site internet, il est en France, la personne qui paye est au Congo. En cas de conflit, on applique quelle loi? Et en fait, par rapport à cette question-là, on a l'article 11 du Code civil congolais, livre premier, qui commence par des termes sauf intention contraire de partie, c'est-à-dire c'est aux parties de choisir leur loi applicable. Et dans règle générale, donc, c'est dans la politique d'information ou de mention d'information du site, où en règle générale, on vous dit automatiquement qu'en cas de conflit, c'est le tribunal, je dis comme ça, c'est le tribunal de Paris qui est compétent pour régler ce litige, ou encore le tribunal de Californie pour Facebook. En fait, ça dépend de la politique que le site internet applique. Et en dehors de ça, vous avez aussi la question du conflit de juridiction ou des conflits de juridiction. Le droit congolais prévoit des dispositions générales. Il indique que en cas de conflit, c'est les domiciles du défendeur, c'est les tribunaux ou la juridiction où se trouve le domicile des défendeurs qui sera compétente de juger cette affaire. Donc vous allez comprendre que là est également les défendeurs, si c'est vous qui êtes au Congo, vous portez plainte contre Amazon ou contre Alibaba, donc il faut aller saisir les juridictions compétentes qui sont du siège social de ces entreprises-là. Donc c'est pas du tout facile parce que ça demande de moyens, ça demande également de bien maîtriser le droit juridique et le texte juridique du pays où vous allez saisir et où vous allez attaquer ces sites-là. Donc, pour finir ce point, je vous dirais que c'est pas du tout facile et qu'il faut avoir beaucoup de moyens pour engager ces types d'actions. Merci beaucoup, Glozek. On retient donc que c'est difficile, mais pas impossible. Merci beaucoup, Brozek Kandolo, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci Patrick de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager avec vous et vos téléspectateurs sur ce sujet d'actualité. Je rappelle que vous êtes chercheur et auteur de plusieurs articles en droit du numérique. Vous poursuivez actuellement vos études à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres sur Ecofin Télévision. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de Les Dossiers sur votre télévision. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro justement de votre magazine.